La commune de Lamentin possède de grands espaces et des terres fertiles permettant un usage agricole du territoire. Fort de ce constat, une distillerie industrielle a été bâtie durant les années 1930 dans le sud Mentin. À travers ce film, nous vous invitons pour un voyage à destination de Grosses Montagnes, véritable empreinte vivante du patrimoine industriel du Lamentin. Partons à la découverte de Grosses Montagnes grâce aux témoignages d'anciens employés de l'usine. Alors, Grosses Montagnes est aujourd'hui un vestige, une friche industrielle qui, pendant longtemps, a été le poumon économique et industriel de la commune de Lamentin. Moi, personnellement, Grosses Montagnes a nourri une grande partie de ma famille. Mon grand-père a fait toute sa carrière en tant que chaudronnier au sein de l'usine de Grosses Montagnes. Grosses Montagnes nous a marqués parce que Grosses Montagnes donnait du travail à une bonne partie de la population. C'était le plus gros employeur. Grosses Montagnes avait non seulement l'usine, mais M. Simonette, le propriétaire, était un gros propriétaire foncier et cagné sur le territoire. Et jusqu'à maintenant, nous traitons avec lui, à partir de ses réserves foncières, pour aménager le territoire de Lamentin. Grosses Montagnes a été aussi, il faut le dire, beaucoup de personnes ne vont peut-être pas le dire, voire personne, a été un gros pollueur. Un gros pollueur de la rivière et des canaux qui avaient été construits d'ailleurs par Grosses Montagnes et qui alimentaient bien sûr pas mal de cours d'eau. Mais c'était comme ça à l'époque, c'est Grosses Montagnes qui nourrissait toute la population. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on n'accepterait nulle part. Quand il y avait des vidanges, c'était invivable. D'ailleurs, il y a une réaction par rapport à cela, d'où la sensibilité qu'on avait. La première association que nous avons créée dans le quartier, dont j'ai été le premier président et j'étais à l'initiative, un peu par révolte par rapport à cela, on l'a dénommé Vidange, pour rappeler effectivement cette pollution qui était un peu trop présente sur le territoire. Alors, la vision municipale, qui est une vision partagée, c'est une vision qui veut réinscrire Grosses Montagnes dans sa vocation économique. Grosses Montagnes doit retrouver sa place dans la création d'emplois, la création de la valeur ajoutée et le dynamisme économique. C'est pour cela que j'ai demandé à mes équipes de travailler dans le cadre du plan Friche avec, bien sûr, la Chambre des artisans, la Chambre des métiers sur un projet pour Grosses Montagnes. Parce que j'aimerais que ça soit des professionnels, des acteurs économiques, des gens qui ressentent le territoire sur le plan économique, qui nous proposent le développement de Grosses Montagnes, qui soit un développement toujours axé sur la création de valeur, sur la création d'emplois et sur la création d'activités économiques. Voilà. Bon, on avait le départ, le stockage. Après, on avait le broyage. On avait l'évaporation. On avait la cristallisation, le turbinage. On avait aussi la chaufferie. On produisait nous-mêmes notre électricité. Bon, après avoir broyé la canne, broyé, extrait de tout le jus et tout ça, à sec, on faisait passer par la chaudière et on faisait de la vapeur. Et la vapeur faisait tourner le turbo alternateur, en utilisant un appareil électrique, et ça produisait de l'électricité pour faire marcher l'usine. Bon, on avait un bassin ici. Bassin cagné de Grosses Montagnes. On avait de la canne qui sortait même depuis Lens-Bertrand, petit canal, vers Sainte-Rose, Petit Bourg et tout le bassin cagné de Grosses Montagnes. Bon, par des véhicules qu'on appelait en ce temps-là des titans, des remorques avec. Et tout près d'ici, on avait même les charrettes à bœufs. On avait ça tout près. Ouais. Bon. Quand ça tournait bien, on broyait environ 3000 tonnes par jour, en 24 heures. Ah effectivement, il y a le grappin, c'est ce qui prélevait la canne
dans les chariots, mettre la canne en direction des moulins. On avait l'évaporation qui évaporait pour extraire le maximum d'eau dans le jus. Après, on avait la cristallisation. On montait en température et pour faire... Ensuite, on avait la turbine qui extrait le sucre du sirop. On avait les malaxeurs où on mettait en stock le sirop pour fabriquer le sucre. À la fin, il y avait de la pollution. La poussière, la bagasse, avec la pollution de la rivière, des canaux et tout ça. Bon, ça a commencé à changer jusqu'à la fermeture. Il y avait beaucoup de pétitions pour dire de fermer l'usine par rapport à cette pollution. Bon, j'ai été faire d'autres formations, d'autres choses que je ne faisais pas à l'usine, notamment le foie à la climatisation, l'électronique de puissance et tout ça. Et puis, j'ai monté une petite entreprise avec un collègue. On a travaillé même à l'usine de Marie-Galante pendant un certain temps. Après la fermeture, on était très proches parce qu'on était ensemble, ça venait de fermer. On s'appelait, on se voyait, mais ça a distancé petit à petit jusqu'à... On ne voit pas tout le monde actuellement. Bon, ils sont quand même restés au niveau. Bon, il y avait des soudeurs, il y avait des électriciens, il y avait tout ça. Ils sont restés toujours dans le même domaine. Il n'y a pas beaucoup qui ont changé complètement. Donc, nous avons dit que nous sommes arrivés à Kanda. L'arrivée quand on est arrivé à Pesé. Là, Pesé est analysé parce que nous avons un appareil d'analyse. Et après, quand vous voyez un laboratoire, on peut permettre de connaître qui quantité de sucre qui est en Kanda. Et là, quand on a stocké là, après ça, on a envoyé dans le moulin là. Donc, c'est le moulin là qui a casé Kanda et qui permet de faire bagasse là. J'ai là, il y a un cuisé là. La transformation là, qui a fait à 2 étapes. Moulin là, plus cuisé là. Et après ça, il a cristallisé. Et nous parti qui a fait sirop, il a envoyé à l'époque en distillerie là parce que l'usine a une particularité, c'est qu'elle a fait sucre et elle a fait rhum. Donc ça qui était bien, c'était une toute bidon à 6 places quoi. Distillerie a fait rhum là et l'usine a fait sucre là. Et sucre là c'était une consommation locale. Mais la plus grande partie de ce c'était pour l'export. Et des lieux de stockage à ce c'était à Jari, à nos grands hangars qui étaient là. Effectivement, là, quand on a écrasé, donc, il faut prendre tout ça et là, il a boyé. Systématiquement, Bagasta te permet d'alimenter le générateur là. Et c'est le générateur là qui t'a alimenté l'usine là en transformer de l'eau chaude en vapeur en électricité. C'était un dégénérateur, c'était un petit, c'était un gros. Et restant bagasse là, surplus à bagasse là, c'était un lieu de stockage. Et là, on va être trop plein, en tout cas, vous voyez partie à l'extérieur de l'usine là, mais qui bien comme ça m'a dit, arrivant à un certain moment, si pour te redémarrer l'usine là, c'est avec bagasse là qui était stocké là, qui a été utilisé pour te faire démarrer. Donc, et départ même non, qui est important, départ à générateur là, parce que là où l'usine a démarré, il faut mettre le générateur en route. Généralement, c'est avec bois que tu as fait partir. Tu as fait bois entrer. Et c'est là que l'usine a commencé à écraser quand tu as alimenté le générateur là avec bagasse. Nous avons arrivé 2000 sacs sucre par jour à 50 kg. Mais je te dis qu'effectivement, le directeur qui a apporté vraiment quelque chose de magnifique pour l'usine de Grosse-Montagne, c'est Delvecchio, Gérard Delvecchio. Et c'était un gars, il a pu faire, comme je disais, il est très dynamique, il était aimé travailler et il fait les gens connaître l'usine là, parce qu'il fait un grand commerce dans l'usine là, qui fait, il repeint l'usine là, il embelli. Même à présent, on peut regarder extérieurement l'usine, on voit un grand fresque. Ah ben c'est à l'époque ce qui s'est fait. Tous les 1er décembre, effectivement, tu as une fête dans l'usine là. Tu as courir à pied, courir en sac, tu as courir sa bicyclette.
Ouais, c'était au cœur, mais c'était au grand fait même. Oui, 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 effectivement, nous des bougies ont fait des reclassements. Moi, ça, on fait un travail pour moi-même, qui fait un artisan, transporteur. Ni des bougies qui travaillent en combine la matin. Ni des bougies qui à partir à la retraite. Et en fait, ni diverses activités qui permettent que, vous savez, là où vous ne pouvez pas l'usine, il faut chercher un moyen pour vivre. Alors, c'est Bouga, ni ça qui, comme ils étaient à l'usine, mais ils étaient qu'à planter canne, donc ils continuent la plantation, ils ont changé de culture, mais en fait, la plupart des Bouga, ils cherchent un moyen pour vivre. Il y en a de ceux qui habitent à proximité quand même, parce qu'en fait, quand il y a même des gens qui héritiers des logements que l'usine a tenus, ils ont acheté, ils ont rénové et tout ça. Et en termes de personnes âgées, c'est nous qui vivons là. Mon rôle c'était la presse. On appelle ça la presse, où on filtrait le jus de canne pour la nettoyer et ensuite l'envoyer dans les bacs pour les faire cuire, la cuisson. En fait, les machines, c'est le seul truc comme machine spéciale qu'il y avait, c'est le moulin. Hein, parce que c'est lui qui broyait la canne en principe et puis il y avait le démêleur pour démêler la canne, au cas où s'il y avait des pierres qui passent pour qu'on puisse les voir et puis les enlever. Il y avait ça aussi. Voilà. La personne lui-même qui a fait tourner vraiment l'usine, il s'appelait Del Vecchio. C'est le seul directeur que j'ai vu qui est rentré dans cette usine-là, qui a fait tourner l'usine vraiment bien, c'est lui. Les machines versaient la canne dans le parc et il y avait des tractopelles pour prendre la canne et mettre dans le grappin. Et ensuite, ça s'acheminait dans les moulins, où ça passait le moulin, ça broyait la canne. Après, le jus était parti en fabrication. Et c'est là moi-même que j'ai travaillé avec des évaporeurs, enfin ceux qui évaporaient l'eau du jus de la canne et pour concentrer, pour faire le sucre par la suite. C'est tout un acheminement. Donc il y avait beaucoup de machines, beaucoup d'appareils. Sinon, je sais que dans les champs, il y avait aussi, ils étaient nombreux, je crois qu'il y avait 265 ouvriers dans les champs, qui travaillaient bien sûr pour l'usine, mais qui étaient dans les champs. Et il y en avait, je crois, 220, trucs comme ça, d'ouvriers à l'usine de Grosse-Montagne, je veux dire permanents. Sinon, c'était des agents aussi qu'on appelait des saisonniers. Il y avait les saisonniers et les permanents. Donc les saisonniers aussi étaient bien nombreux. Ça veut dire qu'ils venaient à chaque saison, période de la récolte, uniquement pour la récolte. Après, c'était les autres qui travaillaient, les permanents qu'on les appelait, qui continuaient toute l'année. Alors pour moi, les meilleures années de l'usine de Grosse-Montagne, ça a été une période où on a connu un directeur, M. Del Vecchio, où il avait effectivement réalisé une fête après une récolte exceptionnelle qu'on avait réalisée. Il avait fait une fête autour du sucre qu'on avait produit. Et c'est toute la Guadeloupe qui était invitée, c'est toute la Guadeloupe qui était réunie. Jusqu'à maintenant, on a encore les dessins dans l'usine. L'usine, enfin en tout cas, en termes décoratifs, l'usine était super. Pas mal d'entre eux ont été à Gardel, l'usine de Gardel. D'autres sont partis à Marie-Galante. Et il y a d'autres qui se sont reconvertis, comme moi-même, dans d'autres emplois. L'usine de Grosse-Montagne a cessé son activité en 1994. Les bâtiments sont encore présents, mais le site a vu une reconquête par la nature. Végétation et figuiers maudits entourent les anciennes machines. Une colonie de chauves-souris protégées habite une des grandes salles. La commune de Lamentin a choisi d'adhérer à la charte de territoire du Parc national de la Guadeloupe. C'est un positionnement fort de la municipalité, soucieuse d'une gestion durable de son patrimoine, tant naturel que culturel.